Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette troisième étape de Paris-Nice 2022, course qui a été assez limpide, mais on aura quand même quelques petites choses à dire sur ce sprint massif. On parlera bien entendu bilan des Bleus, top flop comme d'habitude, et on fera la présentation de l'étape 4, étape 4 qui sera peut-être la première vraie confrontation entre leaders du côté du contre-la-montre entre Doméra et Montluçon. On en reparlera en fin de vidéo, je vous donnerai toutes les indications pour ce parcours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, notamment si vous pensez qu'elle peut intéresser vos proches, cette vidéo. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos favoris pour demain pour le contre-la-montre. C'est un contre-la-montre, moi... On avait l'impression comme ça avant le départ de ce Paris-Nice que c'était très serré entre 2-3 noms. Et là, c'est peut-être plus ouvert que ce qu'on pourrait penser sur ce contre-la-montre. Et bien on commence tout de suite. La course a été assez limpide aujourd'hui. Je pense que la vidéo sera donc... Souvent quand je dis la vidéo sera plus courte, elle est plus longue. Hein, on en a l'habitude sur la chaîne, mais là... Je suis confiant aujourd'hui. Il y avait un parcours donc, qui se déroulait en deux parties. Première partie, Cher et l'Indre, le Berry, ma patrie, où c'était un parcours, assez à des longues lignes droites, on va dire, à découvert, mais où il n'y avait pas suffisamment de vent, parce que, bon, je peux vous dire la météo par chez moi, il y a un beau soleil, il y avait un petit vent, mais il devait être de 20 km/h, un truc comme ça, donc pas suffisant, c'était pas des rafales en plus, des grosses rafales, donc c'était pas suffisant, je pense, pour faire un coup de bordure. Et puis ensuite, on avait les 90 derniers kilomètres, 80-90 derniers kilomètres, qui étaient beaucoup plus techniques, sur des routes beaucoup plus étroites dans la Creuse, et je vous en avais parlé hier, mais au final, même si les routes étaient très serrées, il n'y a eu qu'une chute. La chute Laporte, il n'y a pas eu de chute avant. Donc pourtant, à des moments, c'était vraiment peu large au niveau des routes. Ça ressemblait un petit peu autour du Limousin sur la deuxième partie de course. Mais ça s'est plutôt très très bien passé. Il y a eu quelques attaques dans les 40 derniers kilomètres, mais qui n'ont pas changé la donne de la course, qui s'est finie avec un sprint entre costauds, sur un sprint en faux plat montant, qui est toujours un peu atypique, notamment au niveau de l'approche. Et on a vu une approche assez difficile, parce que pas mal d'équipes se sont trouées un petit peu sur ce sprint. Et on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on va commencer par le meilleur français du jour, Bryan Coquard, encore battu par Pedersen, 2 fois cette année, comme sur l'étoile de Bessèges. Il faisait partie des favoris, je sais plus si je l'avais mis, je crois que je l'avais mis parmi mes favoris hier, je sais plus qui j'avais mis parmi mes favoris, hop, oui je l'avais mis, ça faisait partie de mes 3 favoris. Et Pedersen, Coquard, Van Aert, j'avais le tiercé dans le bon ordre, enfin c'était mes 3 favoris du jour, et les 3 sont sur le podium. Il y a des fois j'ai de la chance. J'avais le tiercé, mais ouais, c'est vrai qu'en plus, Pedersen ou Coquard, voilà. J'étais bon aujourd'hui. Et la grosse cote, j'avais mis Molano. Molano, ça a été un peu moins bien par contre. Non, grosse cote, Geniez. Et Chessebol. Sur la grosse cote, c'était vraiment la grosse cote. Coquard, qui a fait un bon sprint en force. C'est dommage dans le sprint de Coquard, c'est déjà Cofidis fait un gros travail pour éliminer les sprinters, mais il manquait un peu de monde dans le final. Et le problème, c'est qu'il a la bonne roue, il a la roue de Pedersen. Et Van Aert arrive à se faufiler devant lui dans le dernier kilomètre. Et il lui chipe la bonne roue et ensuite il est obligé de contourner Van Aert, donc ce qui fait qu'il était, je pense, très proche de Pedersen. Il y a un vélo d'écart, je crois, entre les deux. Je pense que l'écart était un peu moins fort que ça, mais bon, il faut réussir à pas se faire enfermer dans le final. Ça a toujours été parfois le souci de Coquard, c'est qu'il est un peu tendre dans les sprints. Je dirais, des fois, il faut être un peu méchant dans les sprints. Alors, pas méchant comme Molano quand même, mais faut savoir mettre des coudes, quoi. On reviendra sur Molano un peu plus tard dans la vidéo. Mais Coquard, ouais, il lui a manqué peut-être un peu d'agressivité dans le final. Mais après, bon, il fait quand même un bon sprint. Tu vois que la condition physique est là. Tu vois que pour Milan-San Remo, il fera partie des prétendants. Parce que si ça arrive au sprint, il fera partie des prétendants. Il a retrouvé un peu de puissance quand même, hein, Coquard, par rapport aux saisons passées.
je trouve, chez Cofidis. Ce qui a été dommage, là, c'est qu'il a manqué un petit peu de main-d'œuvre dans le final pour être performant. Et c'est là où ça a été un petit peu dommageable pour Coquard. J'enchaîne avec Turgis. Du côté du point JR, nous sommes à -2 avec Anthony Turgis. J'ai mis une fois le générique, hein, je le remettrai. D'ici la fin du mois de mars, je remettrai le générique. Turgis, donc -2 pour Jean-René Bernaudot. Là aussi, hein, 5e place pour Anthony Turgis, il est à sa place. C'est pas forcément le sprinter, enfin, c'est pas un sprinter déjà, Anthony Turgis, c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. C'est pas forcément celui qui s'en sort le mieux. C'est un coureur qui a tendance à avoir du mal à faire la différence. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué pour lui de réussir à trouver la solution et l'ouverture. Et donc là, ça a été un peu compliqué pour lui. Voilà, il a pas trouvé l'ouverture. Aujourd'hui, Anthony Turgis, tout de suite, il part avec un petit temps de retard, contrairement à Coquard qui avait la bonne roue. Lui, il part un peu plus derrière. Mais il fait quand même une 5e place. Ça montre que Turgis, bon, il a quand même la bonne condition physique parce que l'attaque qu'il a fait lors de la première étape, clin d'œil, c'était pas la tour. Plus là, 5e place du sprint derrière Philipsen, Van Aert, Coquard, Pedersen. Autant de vous dire, pas des manches. C'est plutôt intéressant. Et puis devant Guilhermet, devant Van Poppel, devant Jutta Netter, devant Morica Piot. Là aussi, c'est intéressant pour lui. Donc plutôt un bon sprint du côté d'Anthony Turgis. C'est intéressant pour les classiques, hein, même si ça n'a pas très bien marché pour lui lors du week-end d'ouverture. Plus ou moins, tous les coureurs qui n'ont pas perdu de temps, alors, je ne vais pas vous mettre le maillot, mais Quintana, O'Connor, Latour, aujourd'hui, il reste dans le bon temps de leader, avec Latour qui a pris des petites secondes de bonification au sprint. C'était quand même un gros effort pour Latour, donc pour 2 secondes ou 3 secondes de bonification, je suis pas trop sûr de l'intérêt, mais de faire un effort aussi violent, parce il a mis quand même une grosse mine, Coco, mais bon, il a pris des secondes de bonification, et de toute manière, les 3 sont toujours dans le temps, on va dire, des favoris. Parmi les flops du jour, j'ai mis Florian Sénéchal. Alors déjà hier, c'est un peu lui qui a mal lancé Jacobsen, mais aujourd'hui, il n'a pas fait le sprint, alors que c'était quand même une arrivée qui, je pense, pouvait lui convenir. Parmi les mecs qu'on pouvait mettre dans une shortlist aujourd'hui, c'était plutôt lui, et c'est Stybar qui a fait le sprint. Alors, est-ce qu'il s'est aperçu en cours d'étape que les jambes n'étaient pas exceptionnelles et ils ont décidé de travailler pour Stybar? Parce que Stybar, aujourd'hui au sprint, c'est... Alors oui, il y a une dizaine d'années, Stybar, c'était bien sur les sprints. C'était l'avant Trentin. Avant que Trentin existe, il y avait Stybar, qui était capable de faire à peu près la même chose que Trentin. Sauf que, Stybar, il sprint plus depuis des années, Stybar, ou une fois par an. Donc c'est pas assurance tout risque. Et de toute manière, la Quick-Step, on les a pas vus dans le final. Alors que par rapport à d'habitude, ils ont été très discrets. Donc je pense que la carte du jour, c'était Sénéchal, qu'il n'avait pas les bonnes jambes et qu'il a décidé de travailler pour Stybar. Mais on savait que Stybar, c'était un petit peu limité pour un sprint comme ça, ou soit il trouvait que la bosse était trop longue. Moi, je trouve quand même que c'était une arrivée qui pouvait lui convenir. Heureusement, eux, on les a pas vus. C'est pas le cas d'AG2R. AG2R, on les a beaucoup vus dans le final. Il y avait Movistar, DSM et AG2R qu'on a beaucoup vus dans le final. C'est que dans les 3 cas, ça n'a pas marché. Du côté d'AG2R, Nason seulement 14e. Après, c'est un sprint pour Venturini. Ça, c'était pas pour Oliver Nason. C'est dommage qu'ils aient pas emmené Venturini, mais Oliver Nason, c'est pas un sprinter. Et c'est un peu le même problème que Turgis. Alors, Turgis s'en sort quand même mieux que Nason. Mais Nason, des fois, il arrive à faire des top 10. Mais tu sais très bien que tu pars pas gagnant avec Nason. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas tenté des choses avec Champoussin, par exemple, aujourd'hui. Ou avec Dorian Godon, qui est plutôt en forme. Qu'on n'ait pas tenté le coup avec Dorian Godon.
Voilà, Nelson, je j'ai jamais été convaincu qu'il avait une grosse pointe de vitesse avec Stan de Wolf. Bon, mais on aurait pu tenter des attaques peut-être chez AG2R alors qu'ils ont vraiment emmené le sprint. C'est-à-dire que Trek, ils peuvent être quand même contents parce que AG2R et Cofidis aussi en passant avec Brian Cocard, les deux ont quand même été emmenés à la perfection par AG2R, par Movistar, par les autres équipes. Hein. Parce que c'est vrai il manquait de personnel, Brian Cocard, dans le final. Pareil pour Pedersen, il n'y avait plus que Stuyven. Mais ils ont été emmenés à la perfection par les autres équipes. Et puis je termine avec Laporte rapidement. Une chute aujourd'hui pour Christophe Laporte qui avait déjà du mal à trouver l'ouverture pour Van Aert. Van Aert qui a dû se débrouiller un petit peu seul dans le final pour lancer son sprint, un peu moins peut-être impérial. Il y a un moment aussi à 20 bandes de l'arrivée, il a pris pas mal de vent, entre 20 et 15 km de l'arrivée, où il prend pas mal de vent. Donc voilà, peut-être un manque d'organisation du côté de Jumbo Visma aujourd'hui. Malgré tout, il gagne le maillot de leader. La chute, ça avait l'air d'être râpé. Ça fait toujours mal quand il fait froid, un peu plus que quand il fait 40 degrés, mais quoique le goudron fond à 40 degrés, c'est pas top non plus. Mais c'est vrai que le goudron froid, tout de suite, vous avez l'impression d'avoir très très mal. Donc voilà, il avait l'air d'être râpé, le cuissard était déchiré, mais je suis pas sûr que la chute était trop impressionnante et trop impactante sur le physique de Christophe Laporte. On passe tout de suite au top. Coureur au top. Attaque de Marlou. Top à la vachette. Et non, coureur au top avec Mats Pedersen de la Trek Segafredo. Bah, il a gagné un peu comme il avait gagné sur l'étoile de Bessèges. Très bon. Je l'avais mis parmi mes favoris. Là, je peux me vanter. Pedersen, mais c'est vrai que je trouve quand même qu'on a retrouvé l'année dernière. Pedersen, je sais pas trop ce qui s'était passé pour le Danois, mais il y avait. Enfin voilà, ça n'avait pas été exceptionnel en termes de résultats. Est-ce qu'il y avait une petite blessure ou tout simplement un peu de fatigue? Mais c'est vrai que 2021 n'avait pas été impressionnant. À part sur le Tour du Danemark, mais il avait vécu un Tour de France très compliqué, une année qui n'était pas très bonne, à part sa victoire sur Kuurne, Bruxelles-Kuurne. 2020 avait été très bon, par contre, malgré voilà, la pandémie et la Covid, hein, il y a eu quand même des résultats, mais c'est vrai que l'année dernière, c'était un peu plus en demi-teinte, surtout sur la deuxième partie de saison. Je pense qu'il avait envie de se refaire, je pense qu'il a envie de se remontrer également pour les classiques flandriennes. Et je pense qu'il y a aussi une sorte de lutte, un peu d'influence entre lui et Stuyven, parce que l'année dernière, Stuyven gagne Milan-San Remo, et c'est vrai que Mats Pedersen, il a encore envie de montrer que c'est lui le taulier de l'équipe. Et je pense c'était peut-être un test aujourd'hui pour voir que pour Milan-San Remo, c'est lui le leader de l'équipe. Et que Stuyven, il devra attaquer de loin. Il devra attaquer dans le Poggio. Mais ouais, belle performance de Mats Pedersen aujourd'hui, qui a sprinté en costaud. Encore une fois, il était fort. Je pense que Cocard aurait été battu d'une demi-roue, peut-être. L'écart était un peu plus important, mais je pense que Pedersen était très très fort. Bien emmené par les adversaires aussi, hein, il faut le dire. Mais c'était pas simple parce qu'il avait tout le monde dans sa roue, Pedersen, que ça soit Van Aert, que ça soit Cocard, que ça soit même Philipsen. Enfin voilà, tout le monde était dans sa roue, donc c'était vraiment pas évident d'aller chercher enfin voilà, de rester devant sur cette arrivée finale qui était quand même, voilà, il y avait un peu de pente, donc belle performance de Mats Pedersen, ça montre que voilà, il fait partie des prétendants. Pour Milan-San Remo, j'ai mis Jasper Philipsen, qu'on n'avait pas vu hier, pris dans les bordures, dans les chutes, et puis qu'on n'avait pas vu non plus dimanche, qu'on avait vu à la 9e place dimanche. En sachant que j'ai vu ça, je ne sais pas si d'autres l'avaient vu, moi j'ai pas regardé plus que ça le ralenti sur Philipsen, mais il a tapé un téléphone portable et une personne qui était beaucoup trop penchée sur les balustrades. Vraiment, bon, moi je suis absolument pas fan des selfies. Vous savez on va revenir sur l'histoire de la photo. Cours magistral sur l'histoire de la photo. La photo, c'est une fenêtre sur le monde. C'est pas une fenêtre sur ta gueule. Voilà, donc moi déjà les selfies, j'en ai rien à battre. Et puis quand vous êtes sur une course cycliste,
il n'y a pas d'intérêt à filmer parce que de toute manière, vous allez rien voir. Pour tous ceux qui ont vu une arrivée de sprint dans leur vie, moi j'étais par exemple à Saint-Fargeau en 2009 pour le sprint, ça va tellement vite que vous ne pouvez, la caméra va rien voir, que ça va pas, vous allez avoir une vidéo de 10 secondes, ça sert à rien. Regardez la course attentivement, voilà, prenez-en plein les yeux. De toute façon, ça restera dans votre mémoire plus qu'une photo ou une vidéo sur votre téléphone portable que vous perdrez au bout de 2 ans quand vous changerez de téléphone portable. Donc, il y a un moment, faites gaffe. Les mecs font du cyclisme, ils roulent à 60-70 à l'heure. Rajoutez pas de la difficulté à ces coureurs-là. Donc, vous penchez pas comme des débiles sur les balustrades. Vous voyez très bien quand vous êtes derrière les balustrades. Et puis, si vous trouvez qu'il y a peu de monde, vous voyez également très bien la course à 400 mètres de l'arrivée ou à 500 mètres de l'arrivée. La course est tout aussi spectaculaire à ce moment-là. Donc vraiment, faites gaffe quand vous regardez une course de cyclisme, les chiens, évitez de les emmener pas, voilà. Et puis faites gaffe également avec les enfants, les jeunes enfants. Je vois trop souvent des jeunes enfants qui sont pas hyper bien surveillés par les parents. Le cyclisme, c'est dangereux, donc faites gaffe vraiment quand vous allez voir une course de cyclisme. Et donc du côté de Philipsen, maintenant pour revenir aux coureurs belges. Très bon sprint et puis surtout sprint en côte. Moi je pensais que ça serait trop dur aujourd'hui pour Philipsen ça montre que des fois je me trompe. Non, ça montre que parmi les coureurs sur lesquels il va falloir compter, peut-être sur Milan-San Remo vu la forme quand même qui tient, j'espère, Philipsen. Je l'ai encore dit, pour moi ça fait partie des 2 sprinters avec Jakobsen qui sont les plus performants, mais en plus ils passent plutôt bien les bosses. Et là c'était quand même un sprint atypique en bosse, donc c'est pas la même chose qu'un sprint après une bosse sur le plat comme on aura à Milan-San Remo. Là c'était un sprint en faux plat montant, donc c'était pas simple pour Philipsen qui est quand même un plus grand gabarit que d'autres coureurs. Donc voilà, c'est plutôt une belle performance qu'il a réalisé le Belge, surtout qu'Alpecin avait un peu du mal à sortir du paquet du peloton. Ils sont sortis un petit peu tard sur sur le côté droit de la route, donc voilà, ils ont fait un bon sprint. Enfin, il a fait un bon sprint sans forcément être bien aidé, donc c'est bien. Et puis je termine avec Fred White, le coureur de la Bahreïn. Comme quoi, on a d'autres cartes que Colbrelli du côté de la Bahreïn. Bon sprint, déjà hier, il avait été bon, Fred White. Mais là, le coureur britannique, belle perf, 7ème place aujourd'hui pour le coureur de la Bahreïn, c'est bien. La Bahreïn qui était aussi un moment à l'avant du peloton un petit moment, mais voilà, Fred White, belle performance. Non, il n'avait pas été bon, pardon, c'était à Mantes-la-Ville, c'était pas Orléans, où il avait fini 8ème, et j'avais bien vu. Voilà, c'est intéressant, c'est un coureur qui est encore jeune, 3e saison, 2 saisons et demie chez les professionnels. Il a commencé comme 3e saison chez Bahreïn, 3 saisons et demie parce qu'il avait commencé chez CCC, mais seulement 22 ans. Vous savez toujours mon côté de dire que tout le monde n'est pas Remco Evenepoel. Voilà, parfois on envoie des coureurs très jeunes, je suis pas sûr que ce soit toujours bon, surtout dans les équipes World Tour. Mais voilà, il commence à montrer un petit peu son potentiel, à 1m84, 75 kg. Donc là, on est quand même sur un sacré bébé. Du côté du sprint, 4e d'une étape de la Vuelta en 2020. 12e d'une étape du Tour de France en 2021, je ne m'en souviens pas l'année dernière. Et 5e d'une étape du Tour du Benelux également en 2021. C'était quelle étape ? Ça ne va pas s'afficher rapidement, bien entendu. Pour le Tour de France, c'était l'étape de Saint-Gaudens. Donc oui, c'était pas forcément une étape de sprinter, la 12e place sur l'étape de Saint-Gaudens. Ça montre qu'il a peut-être également là, vu l'arrivée où il fait 7ème sur une arrivée en bosse, ça montre qu'il a des qualités quand même pour passer les petites difficultés. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Molano, le coureur du AE, qu'on pouvait mettre parmi les favoris aujourd'hui, mais déjà hier, j'avais trouvé pas très bon parce qu'il était plutôt bien placé pour faire un top 10 hier à Orléans, et puis bon, ça avait été un peu compliqué. Top 10, top 5 même. Il était plutôt bien placé hier dans le final à Orléans. Et puis bon, il fait pas un super sprint là aujourd'hui. J'ai regardé dans le final, comme hier un petit peu, mais comme souvent avec Molano, il joue tellement des coudes dans le final. Je pense qu'il perd beaucoup d'énergie à mettre des coudes, à essayer de ne pas perdre sa position.
des fois, c'est pas forcément catastrophique de perdre une place dans un groupe. À 1,5 km de l'arrivée. Lui, il est déjà à la bagarre à 4 bornes de l'arrivée. C'est-à-dire à 4 bornes de l'arrivée, il est déjà les coudes comme ça, à vouloir faire respecter sa position. C'est trop loin. Donc forcément, il perd, je pense, de l'énergie. Et c'est de l'énergie qui lui manque dans le final. Parce que c'est un bon sprinter, Molano. Il passe bien les bosses en plus, hein. Il a toujours été performant dans ce domaine-là. Moi, je me souviens notamment sur le Giro, il avait été bon. Mais du côté de Molano, ouais, faut un peu se détendre quoi dans le peloton. Là, il met beaucoup trop les coudes et je pense que quand tu fais ça à 3 bornes, je le voyais de très très loin. Hein. Il l'a fait dès 5-6 bornes de l'arrivée. Là, c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Et ça monte. Enfin, après, chez UAE, bon, il n'y avait pas grand monde pour l'emmener non plus. Mais il fallait peut-être se mettre dans la roue d'un train. On voyait des SM, notamment à un côté, qui roulaient pas mal fort. Bon, ça aurait peut-être été intelligent de prendre leur roue pour tenter de se cacher, de moins être dans le centre du peloton. Mais tu peux pas être performant en jouant autant des coudes, en frottant autant aussi loin de l'arrivée. Donc, forcément seulement une 10e place alors qu'on avait perdu quand même quelques très bons sprinters, donc c'est un peu dommage du côté de Molano. J'ai mis Movistar. Du côté de la Movistar, on a roulé on était bien à 3 bornes de l'arrivée, mais on était trop tôt devant. Et ouais, c'est le problème de ce type de finale en faux plat montant, de ce type de sprint en faux plat montant, c'est qu'il faut pas être trop tôt devant, sinon vous vous faites totalement dépasser. Ça revient de l'arrière. Surtout qu'il y avait un petit vent pendant toute la journée. Je ne sais pas si c'était réellement le cas, parce que je n'étais pas sur la route. Mais techniquement, il y avait plutôt un vent de 3/4 face sur le parcours. Donc ouais, c'est dommage du côté de Coco, parce que c'est... Garcia Cortina, voilà, il fait que 13e aujourd'hui derrière Stibar. Et surtout, on ne l'emmène pas très bien. On ne l'emmène pas bien du tout, même. Parce qu'on est devant trop tôt, donc ensuite il y a un moment, t'as pas la main d'œuvre pour emmener, donc ils perdent de la vitesse, donc ils se retrouvent complètement enfermés dans le peloton, et donc là forcément il peut pas faire un bon sprint quand vous êtes complètement enfermé dans le peloton, et alors qu'il y avait de la main d'œuvre à 5 bornes de l'arrivée, qu'à 3 bornes de l'arrivée il y avait encore de la main d'œuvre. Le problème c'est qu'ils sont à l'avant du peloton et que tu peux pas tenir 3 km avec 2 coureurs. Voilà, c'est pas possible. Donc il y a un moment, il aurait fallu avoir un peu plus de jugeote, un peu plus de réflexion, parce que Movistar a roulé très fort pendant toute la journée, et au final, Garcia Cortina, il ne prend que la 13e place. C'est quand même un petit peu une contre-performance. Et puis je termine avec DSM. Alors, bon, d'un côté, De Gengolb, c'est 58e. J'ai du mal à comprendre les équipes qui pensent encore que De Gengolb est d'un sprinter. Bon. Mais il a été recruté comme ça par DSM en début de saison. Je m'aperçois aussi que j'attaque quand même énormément d'ASM depuis le début d'année. Hein. Ça commence à... j'attaque plus d'ASM que Total Energy. Que m'arrive-t-il mais du côté de DSM, ils n'ont pas très bien couru. Par exemple, Craig Anderson, ça servait à rien de le faire attaquer de cette manière. Il s'est retrouvé une fois en chasse-patate, une autre fois il a eu 10 secondes d'avance sur le peloton. Ça ne servait à rien. Et vraiment, vu comment était lancé le peloton, vu comment était la physionomie du peloton, les moments où il a attaqué, ça ne servait à rien d'attaquer. Et ce qui est dommage, c'est que c'est un homme qui aurait pu protéger peut-être un peu plus de Gengolb, ou pourquoi pas tenter sa carte sur un sprint, comme ça en montée. Mais c'est vrai que de Gengolb, il finit 58e de Gengolb. Donc sur un groupe qui contenait 88 coureurs, le dernier c'est Storer. Donc voilà, hein, il finit quand même dans la deuxième moitié du peloton. Pas compris, parce que j'ai regardé pendant très longtemps, je me suis dit, mais on a vu des SM. J'ai regardé pendant 10 plombs quand même le classement général en me disant, on a vu des SM, c'est qui a sprinté pour des SM? Parce que je voyais personne dans le top 20. C'est De Gengolb. J'ai où De Gengolb? Mais qu'est-ce qu'il a branlé? Donc il est 58e. Alors à part si j'ai raté un élément par rapport à De Gengolb dans le final, dans le dernier kilomètre, qui ferait que il y a un moment il s'est retrouvé sur le bas-côté et il a déraillé, il a crevé, ou que Leknesund a mal fait son job. Mais me semble-t-il qu'il ne s'est rien passé.
Et donc pour moi, De Golb, et de toute manière, du côté de DSM, croire que De Golb peut battre des mecs comme Van Aert ou comme d'autres, enfin voilà, je comprends absolument pas, quoi. Il y a un moment, on sait les limites aujourd'hui qu'a ce coureur depuis son accident. On sait que c'est plus un pur sprinter. C'est un coureur maintenant qui... C'est même dommage parce qu'on l'utilise encore comme sprinter. Pour moi, c'est plus un sprinter. De Golb, il faudra l'utiliser comme baroudeur, comme flahut. Mais comme on l'utilise encore comme sprinter, alors peut-être que c'est une faute de sa part, peut-être que c'est aussi les équipes dans lesquelles il va où on l'utilise dans ce registre-là, mais je trouve ça un petit peu dommage de leur part. On passe à l'étape de demain, étape numéro 4. Demain, contre la montre entre Domérat et Montluçon. Domérat, c'est la banlieue de Montluçon, jusqu'à Montluçon. Je connais un petit peu la route de ce contre-la-montre. Parce que... alors, je vais vous expliquer un petit peu ma vie. Ça vous intéresse ou pas, mais au moment où je faisais de la conduite accompagnée, j'ai un gros problème, c'est que j'ai de la mémoire, surtout de la mémoire pour retenir, c'est Rayman mon truc, mais je retiens toutes les routes sur lesquelles je suis allé au moins une fois. C'est-à-dire que même quand je suis allé une fois sur une route, je retiens, ce qui est terrible pour ma mère. Et donc pour la conduite accompagnée, ma mère m'emmenait parfois très loin, et m'emmenait parfois à Domérat ou Montluçon. Donc je peux vous dire que Montluçon, c'est en cuvette. Et que le parcours de ce contre-la-montre n'est pas hyper technique. Vous n'avez pas des virages trop difficiles. Il y a quelques petits virages, mais voilà, ça va plutôt pas trop mal. Par contre, c'est pas tout plat, ce contre-la-montre. On a, je crois, 180 mètres de dénivelé positif pour 13 bornes. Donc c'est quand même pas mal. Et surtout le final, avec une côte de 800 mètres à 7%. Et vous le voyez, ça s'appelle le mur de l'hôpital, parce que c'est à côté de l'hôpital de Montluçon. En fait, il y a une cuvette, on arrive dans une petite cuvette, il y a l'Intermarché d'un côté, et hop, là, ça remonte. Et donc, le mur de l'hôpital, si je me rappelle bien, il y a 10% et 12,2, c'est vraiment dur. Voilà, c'est vraiment costaud. Donc, c'est pas un contre-la-montre qui va être si facile que ça. Et il y aura également une petite bosse au bout de 2 km de course. Voilà une petite montée d'1,2 km à 4,6% de moyenne. Donc, c'est vraiment pas tout plat, cette étape du côté de Domérat et de Montluçon. Du côté de la météo, il fera entre 14-15 degrés, donc vraiment des conditions idéales, avec un petit vent de 15 à 20 km/h plutôt de face, mais qui devrait pas trop gêner les coureurs quand même sur ce parcours. Et puis voilà, c'est plutôt des conditions très intéressantes pour faire un contre-la-montre. On devrait avoir des conditions presque parfaites. Du côté de la stratégie, c'est simple, un contre-la-montre comme ça, faut partir fort, finir encore plus fort, et puis en garder un peu pour la bosse pour pas se faire avoir dans le final, pas perdre de la vitesse, trop de vitesse dans la bosse, pas être en sur-régime avant cette bosse. Du côté des favoris, j'ai mis, du côté de mes pronostics, j'ai mis Bissegger, parce que vu ce qu'il a fait depuis le début de saison, c'est plutôt un coureur performant. J'ai mis McNulty, pourquoi ? McNulty, il a fini parmi les derniers aujourd'hui, donc je me dis qu'il y a peut-être une idée derrière la tête. Je mets pas bien entendu Roglic, parce que Roglic voudra peut-être tuer la course dès ce contre-la-montre. Et puis la grosse cote, c'est Ethan Ether aujourd'hui. Alors j'aurais pu mettre également Stephen Kung, j'aurais pu mettre également Almeida, j'aurais pu mettre également Van Aert, mais je pense que Van Aert n'est pas encore au top de sa condition physique. Ether, n'est pas aussi encore au top de sa condition physique, mais il est quand même pas mauvais sur le contre-la-montre, Ethan Ether. Donc ça sera intéressant de le suivre. Du côté du programme TV, je sais même pas si on le suivra en direct, parce que je pense qu'on verra les 40-50 derniers concurrents, même sur Eurosport 2. Donc programme télé, 14h15 sur Eurosport 2, 14h40 sur France 3 pour le programme de demain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao, ciao!